Tu as envie de devenir ton propre patron? Besoin de conseils et d'astuces? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Happiness dans votre émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien, bonjour à tous nos auditeurs. Tu vas bien Sébastien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et d'accueillir notre invitée qui est Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. C'est ta première radio Sarah? Oui, c'est ma première radio. Bon, tu vois, ça va bien se passer, on va être gentil avec toi. Je te souhaite la bienvenue dans l'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. On est là pour parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Pour commencer, je te propose de te présenter tout simplement. Donc moi, je m'appelle Sarah et en mars, j'ai lancé mon projet couture qui s'appelle Lou. Donc c'est un projet de couture où je propose de la réparation, de la retouche et de l'upcycling. Ok, bon, super. Et tu fais ça depuis quand? Donc je me suis lancée en mars là avec BGE, mais j'ai commencé avant ça avec Catalyse à réfléchir le projet. Ok, tu vas nous parler de tout ça pendant cette émission. Tu voulais dire quelque chose peut-être Sébastien? Oui, je voulais savoir où se trouvait ton entreprise. Elle se trouve à Amiens, aux rue Delpech à Henryville. D'accord. Et alors dans cette entreprise, concrètement, on y propose quoi et pour qui? Alors je propose de la retouche et de la réparation, déjà pour les gens qui veulent faire réparer leurs vêtements, que ce soit n'importe quel type de réparation, des trous, une fermeture cassée. De la retouche pour les gens qui ont besoin d'ajuster un vêtement, que ce soit un ourlet ou qu'il soit trop grand à la taille. Et de l'upcycling où je fais de la création, mais je propose aussi aux gens d'upcycler leurs vêtements pour qu'ils soient plus à leur style ou le moderniser. Alors ça c'est très intéressant parce que moi je connais le mot upcycling, je pense que Sébastien le maîtrise aussi. Par contre pour nos auditeurs, c'est quoi l'upcycling? L'upcycling c'est le fait de recycler quelque chose mais en lui donnant une nouvelle valeur. Donc par exemple moi je transforme des pantalons en jupe et en guêtres ou des pulls en sac et en guêtres. Est-ce que c'est forcément de la matière qui était à destination d'être jetée ou pas forcément? C'est juste on lui donne une seconde vie? Ouais, mais ça peut être les deux. Ça peut être des choses... Par exemple, moi j'ai déjà vu des gens qui transforment des vieux pneus usés en pouf, ou je sais pas, une vieille voile de bateau en robe, mais ça peut aussi être quelque chose dont on veut plus et on le donne pour le réutiliser. Et toi d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu récupères de la matière? Oui, moi je prends tout ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que tous mes vieux jeans là troués, je peux te les donner? Oui, oui. Ça marche. Tu travailles comment? C'est-à-dire que c'est forcément un lieu d'accueil? Est-ce qu'il y a une partie en ligne? Un petit peu comment ça fonctionne pour travailler avec toi? Alors pour l'instant, moi je sais qu'en physique, il faut venir me voir à l'atelier, donc au 60 rue Delpech à Amiens. Sinon, dans le futur, j'aimerais bien proposer un service en ligne, donc je suis en train de faire un site internet, mais pour l'instant, c'est qu'en physique. Alors justement, pour nos auditeurs là qui écoutent l'émission et qui ont envie de voir un petit peu ce que tu proposes, est-ce que tu peux nous donner peut-être un Instagram ou un réseau social que les gens là puissent se connecter en direct pendant l'émission et qui regardent concrètement ce que tu proposes? Oui, j'ai un Instagram, c'est lou.upcycling. Voilà. Eh ben allez-y parce qu'il y a des choses vraiment sympas. Donc c'est Lou, L-O-U. Oui. C'est bien ça? Oui. Dis-moi Sarah, par exemple, moi j'habite sur le secteur de Longo, j'ai des retoucheries autour de moi, j'ai d'autres prestataires qui vont me proposer des retouches, de couture. C'est quoi un petit peu ta valeur ajoutée ou ce qui te définit toi en tant que couturière? Voilà, c'est quoi la petite patte en plus? Je dirais que c'est mes créations, c'est ce que je propose en termes de créativité. J'ai vraiment ma patte à moi, ça me ressemble et ça me correspond quoi. Après, Donc c'est le petit cœur, non? Ouais, c'est ça, ouais. Le petit cœur de Lou. Donc si vous vous baladez sur son Instagram, vous allez voir des tops notamment. Ouais. D'ailleurs, c'était fait avec quoi ces tops là? La base, c'était quoi? Alors la plupart, c'est des cols roulés de base que je récupère, soit que je trouve aux Astels, parce qu'il y en a pas mal aux Astels, c'est pas mal. Sinon, on me les donne simplement. Donc c'est des cols roulés que je viens cropper, recintrer. Et puis surtout avec les manches des tops, j'en fais des mitaines. Donc les Astels, c'est une ressourcerie, une recyclerie. On est sur un pur projet en lien avec l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est top. On évite trop de déchets, on les transforme, on les revalorise et on les redistribue par ton intermédiaire de ton entreprise. Donc c'est vraiment top. Donc les déchets des uns sont les matières premières des autres. Très important. C'est ça.
D'ailleurs, je vous invite, parce que si c'est un sujet qui vous intéresse, tout ce qui est en lien avec l'économie sociale et solidaire, c'est de suivre l'actualité de BGE Picardie et sur la partie Access, mais également de l'incubateur d'innovation sociale EESS d'Amiens, Catalyse. N'est-ce pas, Sébastien ? Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les projets accompagnés par Catalyse autour de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, je vous donne tous rendez-vous le 18 novembre à partir de 17h au Crédit Agricole Brie Picardie, au siège à l'auditorium. Vous pourrez découvrir une vingtaine de projets accompagnés par Catalyse et toute l'équipe de Catalyse. Et toi, Sébastien, Sarah, est-ce que tu as prévu d'y passer à cette soirée ? Oui, j'aurai même un stand de Lou à cette soirée-là. Trop bien. Voilà, le rendez-vous est donné, il n'y a plus qu'à venir maintenant. Je reviens sur ton activité. En termes de clients, quand tu as créé ta structure, on verra un petit peu le parcours tout à l'heure dans la deuxième partie, mais est-ce que ça a été compliqué de lancer cette activité ? Comment tu as trouvé tes premiers clients ? Déjà, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. J'ai beaucoup de gens qui viennent d'amis à ma mère ou des amis, enfin des parents de mes amis, etc. Mais je me suis aussi pas mal développée sur Henryville où j'ai mis plein de flyers à droite à gauche. Et j'ai beaucoup, en fait, ma clientèle, elle vient beaucoup d'Henryville. Après, il y a aussi, ça marche beaucoup avec les petites amiénoises. Il y a beaucoup de gens qui viennent du groupe Facebook Les Petites Amiénoises. Après, c'est surtout le bouche à oreille pour moi, j'avoue. Et du coup, est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux ? Pour la retouche et la réparation, un peu moins. Mais surtout pour la création, j'utilise les réseaux sociaux. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est une question que moi j'ai beaucoup en accompagnement. C'est est-ce qu'il faut passer du temps sur les réseaux ? Est-ce que c'est chronophage ? Toi, ça se passe comment cette gestion de réseaux sociaux ? En fait, je me filme en travaillant et après je monte mes vidéos le soir dans mon lit. Du coup, c'est plus. Au début, j'aimais pas trop, mais en fait, j'y ai pris goût et je commence à un peu aimer faire ça. Du coup. Ok. Et si je reviens sur les retouches, j'ai une petite question. Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées qui font réparer leurs vêtements, plutôt des jeunes, ou il n'y a pas de catégorie, c'est mélangé ? C'est quand même pas mal de personnes âgées, souvent pour faire des retouches. C'est souvent des dames qui viennent me voir avec des jupes ou des robes. Après, en termes d'ourlets, par exemple, on est plus sur des jeunes. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir parce qu'ils viennent d'acheter un pantalon et qu'il est trop long pour eux. Mais après, sur les réparations, c'est très varié. J'ai vraiment de tout. De tout. Ouais. Okay. Et c'est vrai que moi, ça me soulève une question par rapport à ça. C'est que je me dis, habituellement, quand je fais les magasins, quand je vais acheter un pantalon, ils proposent un service de retouche. Donc toi, tu arrives quand même à trouver une clientèle qui vient a posteriori d'avoir acheté des vêtements. Est-ce que tu vas travailler de la même manière que les grandes enseignes qui vont proposer ces retouches ? Et voilà, comment ça se passe à ce niveau-là chez toi ? Je pense que déjà, comme je suis dans un quartier qui est très familial, les gens ils passent devant chez moi, ils voient qu'il y a cette affiche-là. Donc ils se disent... et puis peut-être surtout, je pense que les gens ils sont pas forcément au courant à chaque fois qu'il y a un service de retouche directement dans le magasin. Je pense notamment à Devred, qui ont un service de retouche chez eux. Ils ont des couturières, enfin pas sur place, mais ils peuvent envoyer pour faire des retouches. Mais tout le monde le sait pas. Du coup, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs que tout le monde le sache pas, parce que ça éviterait... des fois des pantalons mis à la poubelle, quoi. Bon, normalement c'est c'est au vendeur de le proposer, j'imagine. Normalement. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as demandé par exemple à tes clients comment ils t'avaient connu ? Tu sais de où ils viennent tes clients, par quel intermédiaire ? C'est du bouche à oreille ou il y a d'autres provenances ? Je pense notamment parfois, les réseaux sociaux, on en a parlé, mais ça peut être les clubs d'entrepreneurs, ça peut être d'autres choses. Toi, ils viennent comment vers toi ? Alors je pêche un peu là-dessus parce que j'oublie souvent de leur demander, mais souvent eux ils me le disent. Donc c'est beaucoup des gens qui sont allés chez le cordonnier et qui ont vu ma petite affichette chez le cordonnier. Ou alors simplement, ouais, comme j'ai dit, du bouche à oreille de ma mère qui a distribué des petites cartes de visite, ou une amie à moi qui en a parlé à sa mère, qui en a parlé à un tel, etc. Ça marche beaucoup comme ça chez moi. Et alors justement, en parlant client, est-ce que tu aurais quelques anecdotes ou une histoire à nous raconter par rapport à un client qui vient peut-être pour, je dirais une bêtise, mais un ourlet, et en fait qui va peut-être repartir avec une création ou quelque chose comme ça ? Une anecdote comme ça, j'en ai une un peu rigolote qui est d'ailleurs sur mon Instagram, qui est une dame qui est venue me voir pour faire réparer un placenta de démonstration. Donc moi, ça m'a un peu surpris sur le moment, et en fait, c'était... Au début, j'ai pas du tout compris ce que c'était. En fait, c'était hyper rigolo à faire. Et du coup, cette dame-là, maintenant, elle revient me voir pour des réparations en tout genre.
Alors, je suis pas sûr que tous les auditeurs se disent un plat satin de démonstration. Ça ressemble à quoi, ça? Bah, c'est un espèce de petit sac où il y a 2 sacs. Mais en fait, je sais même pas trop. Je pense que c'est les sages-femmes qui s'en servent pour montrer aux futures mamans, enfin, peut-être pas aux futures mamans, mais aux futures sages-femmes aussi, comment ça marche, l'accouchement, etc. Mais donc, c'est vraiment comme un. Enfin, après, j'ai jamais vu de placenta dans la vraie vie, donc je peux pas savoir vraiment à quoi ça ressemble. Mais de ce qu'on m'a dit, ça ressemble à peu près à la même chose, mais en tissu. Faut aller voir la vidéo. Je l'ai vu. Faut voir la vidéo aussi. Je pense que je vous invite à aller sur l'Instagram de Lou et puis d'aller voir directement ça. Mais en tout cas, voilà, le projet à la base, c'était effectivement une sorte de filet, je crois, parce que moi, il me semble avoir vu la vidéo que toi, tu as dû refaire parce qu'il était vraiment dans un état. Il était en fin de vie, on va dire. Et c'est vrai que le résultat, moi, j'étais assez choqué en tout cas parce que tu avais l'impression d'avoir un produit qui était totalement neuf. Donc félicitations à toi pour ça, et je vous invite vraiment à aller sur son Instagram. Redonne ton Instagram pour que les gens puissent y aller. C'est lou.upcycling. Et ben c'est top. Moi, ce que je vous propose, on fait une petite pause et on se retrouve d'ici 2-3 minutes. Je crois que tu nous as préparé un petit conseil, quelque chose que tu vas nous partager. Et en tout cas, sur la deuxième partie de cette émission, nous développerons le parcours entrepreneurial de Sarah. Je vous dis à tout de suite. Nous entrepreneurs avec BGE Picardie. Allez, nous revoilà dans la deuxième partie de cette émission. Je vous l'avais promis juste avant la pause. On a un petit tuto, un petit tips, un petit conseil à vous communiquer. Et je vais commencer par toi, Sébastien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un jean? Jusque-là, tout va bien. Oui. Mais d'avoir des trous dans ton jean à un moment? Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir un jean usé au genou. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et je crois que Sarah a quelque chose à nous partager, à nous, mais également aux auditeurs, par rapport à ça. On t'en prie, vas-y. Alors effectivement, moi je reçois beaucoup de jeans troués à l'atelier. C'est beaucoup au genou, comme tu disais, mais c'est aussi beaucoup à l'entrejambe. Et c'est beaucoup lié à la composition du jean qu'on va avoir. Mais ça se répare complètement. Moi j'ai beaucoup de trous de jean que je répare et que ça se voit quasiment pas du tout que ça a été réparé. Mais si vous voulez éviter justement que ça se troue et qu'il faille le réparer, le truc super important, c'est de regarder la composition du jean et de pas avoir d'élastane dans son jean. Parce que l'élastane, ça use vachement le jean et ça fait que la maille se déchire. Ouais, parce qu'on voit une grosse différence quand même dans les jeans qu'on avait il y a 20 ans et puis les jeans d'aujourd'hui. C'est pas du tout la même qualité, ils s'usent beaucoup plus vite. Mais ça se répare quand même, un jean en élastane. Ouais, ça se répare. Ouais, complètement. Okay. D'accord. Et donc là, la deuxième partie de l'émission, c'est plutôt autour du parcours. Tu vas nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là, quelles études tu as entrepris. Raconte-nous. Alors moi, j'ai toujours été un peu intéressée par la couture quand j'étais plus jeune. Et en fait, pendant le confinement, j'étais en fac d'art et j'ai lâché la fac d'art pendant le confinement. Et j'ai trouvé le BTS couture à Branly à Amiens, dans lequel j'ai été acceptée. Et pendant ce BTS-là, donc déjà j'ai su direct que j'avais trouvé ma place dans la couture, que ça me plaisait beaucoup. Et alors, je me permets de te couper juste parce que c'est intéressant. Parce que là, tu t'es dit que tu étais en fac d'art et tu as basculé du coup au BTS métier de la mode et du vêtement à Édouard Branly. Mais comment t'en es arrivé là? Comment tu t'es dit, en fait, je me réoriente vers la couture, je fais pas de l'art, je fais de la couture. C'est quoi l'élément qui t'a déclenché vers ça? Alors en fait, moi de base, je faisais de la photo. C'était la photo qui me bottait vachement. Et en fait, je me suis rendu compte que la photo, ça coûtait très cher. Et donc, je m'étais dit, je vais prendre le deuxième truc que j'adore faire, qui est la couture. Je vais passer un diplôme là-dedans pour trouver un métier, avoir de l'argent et faire de la photo à côté. Et avant d'avoir ce raisonnement-là, t'avais déjà cousu quelque chose? Oui, mais c'était pas très bien ce que je cousais à l'époque. Et en fait, quand j'ai fait le BTS, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Voilà. Ok, donc du coup, effectivement, voilà, il y avait un prémisse de quelque chose. Hop, on s'inscrit BTS, métier de la mode et du vêtement, Édouard Branly sur Amiens. Et après, il se passe quoi alors? Alors, pendant ce BTS, sur la deuxième année du BTS, il y a eu un concours upcycling qui a été organisé par... alors, je crois qu'il y a une des deux assos que vous connaissez, qui est Not a Game et Increase Corporation. Ils ont organisé un concours upcycling au lycée. Et on avait tous chaque équipe avait un référent. Et nous, notre référent upcycling, c'était Made de Nîmes, qui fait encore des trucs, je crois qu'il a une friperie sur Amiens encore. Alors, et juste en fait, pour dire Not a Game, qui est le deuxième média
de couture éthique de France. Voilà. Et c'est une asso amiénoise. Et du coup, c'est eux qui avaient organisé le concours. Et en fait, donc Gaëtan, il s'appelle le mec qui fait Made in Nîmes, il s'est présenté à nous et il a expliqué ce qu'il faisait. Ça m'a tout de suite donné envie de faire ça. Et en fait, en sortant du BTS, donc j'ai trouvé du travail dans l'industrie textile. Mais j'ai fait ça pendant 3 ans, mais ça me plaisait pas du tout en fait de travailler dans l'industrie. Donc j'ai repris ce qui s'était passé sur le concours upcycling et je l'ai transformé en réalité, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, j'arrive pas à me retrouver en tout cas dans le salariat traditionnel, je vais peut-être monter quelque chose à moi, une entreprise. C'est comme ça que c'est parti. Ouais, tu peux dire ta phrase, Clément. Je voulais pas la dire aujourd'hui, mais dire, allez. Maintenant je me sens obligé. Donc effectivement, on ne naît pas entrepreneur, on le devient par l'expérience, par personnel ou professionnel. Mais en tout cas, on le cultive au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Voilà. Merci Sébastien. Je t'en prie. À quel moment tu t'es dit, alors en dehors de dire, bon, je me retrouve pas dans le salariat, tu t'es posé, tu t'es dit, bon, peut-être je vais créer ma propre structure. Comment ça s'est passé ce cheminement de pensée et à quoi tu as pensé au départ? Est-ce que tu as pensé à une grosse boîte, une petite boîte, à plusieurs, toute seule? Ça s'est passé comment? Déjà parce que j'ai travaillé dans une retoucherie en ville et en fait en travaillant dans la retoucherie, en accueillant les clients, en réparant leurs vêtements, ça m'a donné envie de faire la même chose mais à mon compte. Donc déjà j'ai eu cette expérience-là en retoucherie et après ça j'ai rencontré Mo de Grands Ensembles. Ouais, de Grands Ensembles, voilà, qui m'a mis en contact avec Catalyse. Et tout est parti de là. Voilà. Ok, donc tu as été effectivement accompagné sur tout ce processus de création et ça a été plus simple pour toi. Donc Catalyse, est-ce que tu peux peut-être le représenter avec tes mots? Ça peut être intéressant, parce qu'on sait très bien que Sébastien y travaille. Mais pour une fois, ça peut être intéressant effectivement d'avoir quelqu'un qui présente Catalyse avec son vocabulaire. Vas-y, c'est quoi du coup, Sarah, Catalyse? Catalyse, ils sont super sympas et super fiables. C'est un bon point ça quand même. Catalyse, moi ils m'ont accompagné sur mon projet depuis le début en fait. J'ai fait l'immersion avec eux, j'ai fait le prototypage et là je commence le développement. Et ils m'ont accompagné sur en fait tous les points de mon projet. Gabrielle surtout, vu que c'était elle qui était mon référent au début. Et en fait, sans Catalyse, moi j'en serais pas là aujourd'hui. Je dis pas ça parce que j'ai même amené mon petit stylo Catalyse. Mais vraiment, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup accompagné. Et j'aurais pas réussi en tout cas à faire tout ce que j'ai fait sans leur aide. Alors, on le dit à chaque émission, un Catalyse, c'est un accompagnement qui est gratuit, qui est pris en charge. Concrètement, imagine-toi, Sarah, qu'il y ait quelqu'un derrière son micro, son casque plutôt, ou son poste, qui se dit, tiens, c'est quoi Catalyse? Ça sert à quoi? Donc, on a compris que c'était dans l'accompagnement de projet. Mais concrètement, comment ça s'est passé pour toi? En quoi ils t'ont aidé? Ils m'ont aidé déjà pour faire un business plan, qui est super important pour se rendre compte de ce dont on va être, ce qu'on va être amené à faire ou ce qu'on va être amené juste à réfléchir. Il y a plein de trucs, moi, auxquels j'avais même pas pensé, ne serait-ce que l'étude de marché. Moi, j'étais même pas sur le truc de me dire, il faut que je regarde ce qui existe avant d'exister tout court, en fait. Enfin, c'est sur plein de petits points comme ça qu'on n'imagine pas forcément, même sur le marketing, tout, c'est un peu des gros mots et en fait on se rend compte en les décortiquant que c'est pas vraiment des gros mots, quoi. C'est pas des gros mots et c'est nécessaire en plus de pouvoir travailler tous ces aspects. Tu peux peut-être rajouter quelques trucs, oui, Sébastien? J'ai envie de dire que Catalyse c'est aussi un animateur du territoire pour tout ce qui est projet et entrepreneur, et Sarah participe à énormément d'événements de Catalyse. Elle est pratiquement là à toutes nos soirées Cataouettes, sur les codev, elle sera là également à la Catalyse Session du 18 novembre. Mais c'est tout un écosystème en fait. Quand tu rentres chez Catalyse, tu rentres dans un écosystème et ton projet, ça devient un petit peu le projet de Catalyse, sans être intéressé financièrement, je précise, sur le projet. Mais si c'est un projet qui a un impact fort sur le territoire, on va s'investir vraiment pour porter ce projet. Et je précise également que dans la convention de l'incubateur, on incite fortement, c'est pas obligatoire, mais c'est présent dans la convention, à être accompagné par une structure de l'accompagnement plus classique, comme BGE Picardie par exemple,
afin d'avoir un accompagnement individuel et avoir un autre avis en fait sur le projet. Voilà. Effectivement, chez BGE, on va travailler à peu près sur les mêmes thématiques, mais de façon individuelle, parce qu'en Catalyse, on est plus orienté sur le collectif. Là, moi, je peux le dire, hein, je t'ai accompagné en partie sur ce projet. Là, on va travailler en face à face sur les mêmes thématiques, business plan, prévisionnel, études de marché, études de prix. Mais toi, tu t'es pas arrêté là chez BGE Picardie, tu es allé plus loin que de l'accompagnement individuel de projet, tu es rentré sur des systèmes, des dispositifs qu'on appelle Incubates, qui est une couveuse d'entreprise, puis Essor. Explique-nous un petit peu ce parcours. Alors l'incubatest, moi du coup j'y suis rentrée en mars et donc c'est un contrat qui a duré 6 mois et ça m'a permis vraiment de tester mon activité pour d'accueillir mes premiers clients, de faire mes premières factures, moi ça m'a beaucoup aidé Incubatest et en sortant d'Incubatest j'ai rencontré Loïc qui m'a proposé de rentrer chez Essor qui est globalement la même chose mais c'est une... en tout cas, moi, ça change pas grand-chose pour moi d'un point de vue administratif. Donc Loïc, qui est le responsable d'Essor, qui est une coopérative d'entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Je peux rajouter 2-3 mots peut-être là-dessus pour que les gens comprennent bien. Donc les deux dispositifs qui sont en interne chez nous, chez BGE Picardie, vous avez l'Incubatest en fait où on vous prête une entité juridique. À aucun moment vous allez créer votre propre structure, mais vous allez vous concentrer sur votre activité d'indépendant à 100%. C'est un peu comme un CDD, c'est ce qu'on appelle un contrat cap, où là vous allez utiliser le numéro d'immatriculation de la structure et vous commencez votre activité. Si vous vous rendez compte à la fin de ce contrat cap, ou même avant, on peut prolonger un petit peu, que c'est un dispositif qui vous intéresse, vous pouvez prolonger sur Essor, mais là cette fois-ci sous forme de CDI. Voilà, on l'a simplifié en tout cas pour aujourd'hui. On fera des émissions avec Incubatest et avec Essor. Si ça vous intéresse, suivez la page Nos Entrepreneurs sur Instagram. On vous en dira plus un petit peu plus tard. Je reviens sur ton parcours, Sarah. Une petite question, quand tu décides à un moment de te dire « Ok, je me lance dans mon activité d'indépendant », la famille, les amis, ils en disent quoi à ce moment-là ? Est-ce qu'ils te soutiennent dans ce parcours ? Oui, ils me soutiennent énormément. Déjà parce qu'ils me font beaucoup de pubs, mais aussi parce qu'ils m'aident beaucoup. Moi, j'ai toutes mes amies qui me servent de modèle, qui me servent de... même des fois qui viennent m'aider sur la prod. Là, par exemple, j'ai fait un marché des créateurs à Brilly ce week-end. J'ai un ami qui a passé le week-end avec moi pour m'aider à monter, pour m'aider à faire les trucs, pour m'aider à faire absolument tout ce qu'il y a besoin de faire sur un marché. Et pareil, ne serait-ce que mon père qui me prête une pièce chez lui pour faire mon atelier, quoi. J'ai beaucoup de chance d'être entourée par des gens qui m'aident autant. En tout cas, on sent que ça t'a apporté beaucoup. Et je pense que de manière générale, le soutien de sa famille et de ses amis, c'est toujours important dans n'importe quel projet, même en dehors de l'entrepreneuriat. Ce que je vous propose, on se fait une petite pause, dans 3 minutes on revient, j'enchaînerai moi sur le conseil du mois. Aujourd'hui je vous parlerai des changements d'adresse via l'INPI si vous êtes en micro-entreprise. Je vous dis à tout de suite. Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. Allez, troisième partie de cette émission, vous le savez, c'est un rendez-vous maintenant mensuel, vous avez l'habitude, c'est le petit conseil du mois, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous parler du changement d'adresse. Alors, le changement d'adresse. Micro-entrepreneur, vous avez déménagé ou vous prévoyez en tout cas de déménager. Sachez que vous devez penser à mettre à jour votre dossier. Alors pourquoi c'est important ? On me pose souvent la question parce que clairement pour vous, ça ne change pas grand-chose. L'adresse que vous avez déclarée pour la création de la micro-entreprise est d'office celle du siège social de votre établissement. Tout changement d'adresse, que ce soit le domicile personnel, le local professionnel, doit être signalé normalement dans un délai d'1 mois maximum. Là, je vois vos gros yeux déjà derrière vos casques et vos postes, parce que généralement on le fait, mais c'est le dernier cadet de vos soucis. Mais en tout cas, pensez à le faire, vous avez un délai d'1 mois. Ne pas le faire peut entraîner des erreurs dans les courriers administratifs, les suivis de l'URSSAF, la fiscalité et j'en passe. Alors vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Première étape, rendez-vous en ligne sur le portail des formalités INPI, le guichet unique, et connectez-vous via France Connect ou l'identité numérique de la Poste. Vous êtes obligé de vous connecter par ce biais, sinon vous n'arriverez pas à valider à la fin la procédure. Une fois que c'est fait,
Directement dans modifier l'entreprise, indiquez votre numéro de sirène. Là, c'est assez simple. Identité de l'entrepreneur. Vous allez avoir une sorte de formulaire qui va s'ouvrir et dans ce formulaire, vous allez commencer par votre identité. Là, vous allez avoir la possibilité sur votre adresse personnelle de changer. Indiquez oui si c'est vraiment un changement lié à votre adresse personnelle. Par contre, si c'est lié à l'entreprise, ça se passera dans la catégorie adresse de l'entreprise et établissement et c'est là que vous devez modifier votre adresse professionnelle. Attention, sur l'INPI, quand on change d'adresse ou de local, on parle de transfert d'établissement. Ce n'est pas un changement d'adresse, c'est un transfert d'établissement. Vous mettez tout ça carré et à partir de là, vous êtes obligé de joindre des justificatifs demandés. Obligatoirement la pièce d'identité, un justificatif de domicile ou une attestation de domiciliation. Vérifiez bien, vous avez un petit récap à la fin. Une fois que c'est bon, vous pouvez signer et comme vous vous êtes logué via l'identité numérique de la Poste ou France Identité, vous n'aurez tout simplement qu'une petite case à cocher et à partir de là, votre formalité sera envoyée directement aux chambres consulaires et sera mise à jour au niveau des impôts. Vous n'avez plus rien à faire. Petit conseil quand même, je vous le donne, à partir du moment où vous modifiez votre adresse, pensez à tout mettre à jour. Facture, devis, site internet, mention légale ou vos correspondances. Si vous changez de département ou de commune, la cotisation foncière des entreprises, la CFE, peut également être impactée, c'est important. Pensez à faire suivre, pourquoi pas, votre ancienne adresse avec la nouvelle, ça peut être sympa. Et gardez des traces, surtout des preuves de modification, PDF de l'accusé, l'avis INSEE, etc. Ça peut être intéressant pour vous. Voilà, je clôture en tout cas la page conseil et on revient à notre émission. On revient à toi, Sarah. Merci Clément. Alors Sarah, quand on est entrepreneuse, on rencontre des défis. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être par quoi tu es passé, les galères que tu as rencontrées ? Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis encore très récente dans le game, si je peux dire ça. Ouais. Du coup, comme c'est encore très récent, j'ai encore beaucoup de choses à vivre et à apprendre. Mais je pense que le plus gros défi que j'ai eu, déjà, c'est de bien cibler les personnes que je veux toucher. Ouais. Parce que comme la réparation et la retouche, ça touche un peu tout le monde, c'est un peu compliqué pour moi de trouver mon public des fois. Mais c'est aussi de me mettre sur les réseaux parce que c'était très compliqué pour moi de me montrer, de me mettre en avant comme ça, on va dire. Et après, du coup, ça marche aussi avec cette notion de un peu d'anxiété que j'ai un peu toujours. Mais après, ça, c'est aussi très personnel, le côté anxiété de tout ça. Mais je pense que c'est ça, mon plus gros défi, ça a été de surmonter tout ça et de réussir à faire le pas quand même. Ouais. Mais ceux qui ne te connaissent pas encore vont te découvrir sur les réseaux, donc ils vont voir tes vidéos, ils vont voir que tu as un look assez original. Mais c'est vrai que quand on t'a connu chez Catalyse ou chez BGE, au tout départ, on avait aussi rencontré ta grande timidité. Et je trouve que ça ne s'entend pas déjà à la radio, mais en tout cas, tu as énormément travaillé là-dessus et tu es très à l'aise sur les réseaux. Non, c'est ça, je pense que je peux abonder effectivement dans ce sens-là. On en parlait juste avant, en off, avant l'émission. Tu n'es plus la même personne que nous avons rencontrée il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. On sent que effectivement ça a évolué et ça se traduit par tes réseaux, par ce que tu mets en place et c'est super intéressant par rapport à ça. On l'a pas évoqué, je ne pense pas. Tu es sous quel statut juridique à l'heure actuelle ? Actuellement, je suis avec Essor. Donc, je suis en contrat cap avec Essor. Donc, je ne saurais même pas trop, du coup, définir mon statut juridique. Entrepreneur salarié. Voilà. Tout simplement. Okay. Est-ce que, pour toi, ça a été compliqué de te dire « Ok, je signe mon contrat là, avec Essor » et après, est-ce que tu t'es senti seul à un moment ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dit « Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que le salariat, c'était pas plus simple à un moment ?» Est-ce qu'il y a eu des moments de doute comme ça ? Oui, il y en a même encore beaucoup aujourd'hui. Des fois, quand je suis un peu dépassée par les événements, je me dis mais ce serait plus simple d'avoir un SMIC et de retourner dans la boîte dans laquelle je travaillais juste avant. Mais en fait, j'ai des moments de doute comme ça et juste après, je me dis bah ouais, mais je gagne pas beaucoup d'argent, mais en fait, je suis bien là-dedans.
J'ai peut-être pas autant d'argent que ce que j'avais avant, mais je suis bien quand même en fait. Alors justement, on est là pour en parler, parce que je le dis souvent, la vie d'un entrepreneur, c'est pas forcément simple. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites, il y a des défis. Toi, justement, qu'est-ce qui te fait peur dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui te fait douter ? Ce qui me fait douter, c'est cette question un peu de montagne russe, entre guillemets, parce que c'est pas non plus fluctuant à ce point-là, mais ce côté, je sais pas vraiment ce que je vais avoir à la fin du mois tout le temps, quoi. Mais après, c'est aussi parce que je commence, c'est le début, etc. Oui, puis tu fais partie de cette catégorie de professionnels donc les créatifs. Donc pendant que tu crées, tu peux pas vendre. Pendant que tu vends, tu peux pas créer. Donc tu te crées un petit stock. Une fois qu'il est vendu, t'as plus d'argent qui rentre, il faut créer. C'est très compliqué de trouver un équilibre avec ça. Donc ça prend du temps. Là, ça fait depuis mars que tu commercialises tes créations. Donc on dit qu'il faut à peu près 2 ans pour te sortir un salaire. Et là, t'en es où là par rapport à ça ? Est-ce que t'es plutôt dans le chemin qui bon va chemin, vers le salaire, ou est-ce que tu es en difficulté aujourd'hui ? Je suis quand même vers le chemin qui va vers le salaire, parce qu'après moi je suis pas, comme je suis en contrat cap, j'ai la chance de pouvoir toucher mon chômage en même temps que je fais mon activité, donc je suis pas non plus dans une galère, voilà, donc tout va bien pour moi sur un point de vue financier, quoi. Mais je pense que je suis sur une bonne lancée pour, sur la fin de mon contrat cap, réussir à sortir un peu d'argent quand même, quoi. Donc là tu te constitues, c'est l'un des avantages d'être en CAE, c'est de pouvoir te constituer une trésorerie qui te permettra de faire tes premiers salaires lorsqu'il sera temps. Oui. Et alors moi, je voulais revenir sur un point en début d'émission. Donc on a présenté ton activité. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à réécouter cette émission. Elle sera disponible à partir de demain en podcast sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur notre site www.happinessamiens.fr. Tu me disais, par rapport aux réseaux sociaux, tu montes tes vidéos dans ton lit le soir. Oui. Moi, je dis toujours attention, quand on est entrepreneur, on compte pas ses heures, c'est souvent le cas et je pense que tu vas nous le confirmer. Comment toi, tu gères un petit peu l'équilibre pro-perso justement par rapport à cette activité ? Déjà, moi, avant, je mélangeais un peu tout, mais là, je me suis obligée chez moi à rien avoir, en tout cas chez moi, mon logement, quoi. J'ai absolument rien qui n'a à voir avec la couture chez moi, à part la petite trousse au cas où il y a un bouton qui tombe. Mais j'ai, à part ce truc-là je monte mes vidéos dans mon lit, comme j'ai dit, j'ai absolument rien chez moi qui me ramène justement à ce côté-là. Mais c'est parce que j'ai la chance d'avoir justement un local qui est prêté par mon père. Du coup, j'ai cette chance de pouvoir séparer les deux côtés. Les deux côtés. Et surtout, ce qui est un peu particulier, c'est que comme mon entreprise, elle s'appelle Lou, en fait, tous mes clients m'appellent Lou. Du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir deux identités. Ouais, c'est ça, 2 identités. Et du coup, quand je suis à l'atelier, je suis moi, mais version couturière. Alors que quand je suis chez moi, je suis moi, version moi. Bon, par contre, c'est trop tard. Maintenant, tout le monde a entendu que c'était pas Lou. D'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, ça vient de où, Lou ? Alors Lou, c'est un surnom qu'on me donnait il y a quelques années, mais ça vient de mon 3e prénom. Donc mon 3e prénom, c'est Marie-Louise. Donc c'est un tout petit diminutif de Marie-Louise. Voilà. Comme ça, on a l'explication totale. On a parlé un petit peu de tes craintes. Est-ce que tu pourrais nous partager, avant la pause, quelque chose qui t'a fait un peu ding-dong, en disant « Ah oui, là, effectivement, j'ai fait le bon choix, je suis content d'être là. » On a parlé tout à l'heure de l'expérience avec le placenta, en tout cas, de démonstration. Je ne sais pas si ça va être ça, mais en tout cas, un moment où tu t'es dit « Oui, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de le faire comme ça et je suis très content d'être là où je suis actuellement. » C'est une jeune fille qui m'avait ramené un doudou complètement usé par l'âge, et je lui ai réparé son doudou, du coup. Et en fait, c'est la manière dont elle était heureuse et contente de retrouver son doudou, ça m'a fait tellement plaisir que je me suis dit, mais en fait, chaque personne qui me ramène un vêtement abîmé, je veux qu'elle reparte avec ce sourire-là, quoi. Et ça m'a fait trop plaisir qu'elle a même montré à ses proches, et ses proches, ils pensaient que j'avais racheté un doudou tellement j'avais bien fait mon travail, quoi. Mais j'étais vraiment trop contente de réparer son doudou, et voilà.
Il y a beaucoup de gens qui ont un vêtement comme ça auquel ils sont attachés. Alors soit ils rentrent plus dedans, je regarde Clément en même temps, soit parce qu'il est un peu usé, un peu abîmé, ou il est plus à la mode. Voilà, mais ils veulent pas le jeter, ils le gardent dans l'armoire parce qu'ils sont attachés à ce vêtement. Toi, tu as cette capacité à redonner une seconde vie à ce vêtement, à le réparer, à le remettre au goût du jour. Oui, ouais, j'ai ce super pouvoir là, ouais. Et ben voilà, le message est passé pour tous les doudous de France qui sont sous l'oreiller, rangés quelque part, qui sont dans des mauvais états. Si vous voulez les garder, et ben offrez-leur une seconde vie avec Sarah et Lou Upcycling. On se fait une petite pause, on se retrouve dans 3 minutes. Nous entrepreneurs avec BGE Picardie. Alors, de retour pour la 4e partie de l'émission. On est dans Nos entrepreneurs avec BGE Picardie et aujourd'hui on accueille Sarah. Alors Sarah, pour l'entreprise Lou Upcycling, comment tu te vois dans 5 ans, Sarah ? Alors dans 5 ans déjà je me vois avec ma petite boutique en ville où je proposerai toujours de la retouche et de la réparation mais où on viendrait m'acheter mes créations. Je me vois épanouie dans ce métier qui me plaît et puis je me vois... je sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que tu aurais des salariés par exemple ou est-ce que tu veux rester seule ou... Je pense que j'aime bien travailler seule. Maintenant, si l'occasion se présente un jour, je pense que je prendrai un salarié effectivement. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout dans mon objectif ni dans ma vision des choses d'avoir un salarié un jour. Et du coup moi j'ai une petite question justement par rapport à ce salariat. Est-ce que toi tu préfères créer la partie créativité ou la partie production-confection ? J'aime bien les deux en fait. Quand je suis sortie du BTS, je voulais être modéliste. Du coup, c'est vraiment le côté... je reçois la pièce, enfin le dessin du styliste, je construis le vêtement depuis le dessin. Mais en fait, avec du recul, j'aime beaucoup les deux parties de la chose. J'aime beaucoup concevoir le vêtement, mais j'aime aussi beaucoup l'imaginer. Bon, ce que j'allais dire, ça va peut-être t'aider à trancher. En tout cas, si demain tu dois avoir quelqu'un délaisser la partie 1 ou la partie 2, bon bah tant pis, tu n'as pas dit les deux, donc on se reposera la question à ce moment-là. J'aime toujours sur la fin d'émission parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que si tu devais te parler à toi, néo-entrepreneur, au tout début de ton parcours d'accompagnement avec ce projet de création, mais avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais de pas rester toute seule, de s'entourer vraiment des gens qui sont prêts à l'aider et prêts à y mettre du sien, et surtout d'y croire, parce que c'est important d'y croire pour y arriver, et de pas perdre de vue l'objectif que je me suis fixé. Et est-ce que tu ferais la même chose que ce que tu as fait, ou il y a des choses que tu changerais quand même ? Non, je ferais tout pareil, parce que ça m'a... Je pense pas avoir fait d'erreur en plus pour le moment vraiment catastrophique. Et même si j'en avais fait, je pense que c'est toujours des leçons apprises et des choses qu'on garde en tête pour pas les refaire, quoi. Bah, c'est parfait. On a quand même que des excellents entrepreneurs sur cette émission. Ils ne veulent rien changer. Peut-être parce qu'ils sont bien accompagnés. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Tu le sais, dans cette émission, il y a toujours un petit jeu à la fin, un petit récap. C'est le jeu du pitch. Bah, je te propose de faire ça tout de suite. Okay. Fais briller ton entreprise en 60 secondes. C'est l'heure du speech sur Happiness. Bah, vas-y, je t'en prie. C'est pour toi. Ok. Mon entreprise, elle s'appelle Lou. C'est une entreprise de retouche, de réparation, principalement de couture, avec aussi de l'upcycling et de la création. Je le propose à absolument toutes les personnes qui voudraient venir réparer un vêtement chez moi, qui voudraient remettre un vêtement à neuf ou le moderniser. Et je propose ça dans mon atelier à Amiens, rue Delpech, à Henryville. Super. Et puis qu'à nous mettre les coordonnées Instagram si tu veux. Oui, mon Instagram, donc lou.upcycling. Et j'ai aussi un Facebook qui n'est pas très alimenté, qui est Lou Upcycling. Et voilà. Et pour... Ouais, vas-y, Sébastien. La rue Delpech est très longue. Il y a un numéro ou... Oui, c'est au 60. Et si vous voyez pas où c'est juste à côté du collège Saint-Martin. Super. Et justement, par rapport aux créations, parce qu'on l'a dit tout au long de l'émission, mais pour les gens qui pourraient arriver là comme ça en cours d'émission, en plein milieu de l'après-midi, comment on a accès à tes créations ou par quel biais tu les vends aujourd'hui ? Comment on peut les voir ? Alors, je fais des marchés des créateurs. Enfin, j'en ai fait qu'un pour l'instant, j'en ai fait un ce week-end. Sinon, je les vends principalement sur Vinted.
Ok, et le nom du compte Vinted du coup? Lou.upcycling. Très simple, hein. Il suffit de retenir Lou Upcycling et vous avez toutes les informations. Et en termes de rencontres en présentiel, si les gens veulent venir te voir, donc il y a forcément à l'atelier, hein, ça il n'y a pas de souci, mais il y a des événements sur lesquels tu vas intervenir là prochainement. La Catalyse Session, Sébastien? Oui, on en a parlé, mais la Catalyse Session, tu vas avoir ton stand pour présenter tes créations, ton activité, etc. Est-ce que tu as d'autres dates de prévues, d'autres marchés programmés? Oui, il y a un événement qui se passe à Péronne le 6 décembre où j'aurai un petit stand d'atelier et où il y aura aussi un petit défilé pour montrer les créations mes créations, mais pas que, des créations aussi d'autres créateurs. Et ça se passera où à Péronne? Au tiers-lieu de Maxime, mais je n'aurais pas retenu le nom de son tiers-lieu. Ok, donc c'est EasyCop. Ouais, c'est ça. Alors vous inquiétez pas, hein, pour vous aider, on va être sympa, on vous mettra les coordonnées directement des prochains événements dans l'Instagram de l'émission, hein, Nos Entrepreneurs. Vous retrouverez effectivement cette date-là. Et aussi, on organise ensemble, et j'ai de la chance que tu aies répondu présente, pour le mois de l'ESS, hein, qui est au mois de novembre tous les ans. Je te fais intervenir avec moi à la Manufacture du Coquelicot à Albert toute une après-midi, où tu seras disponible justement pour des réparations, des retouches sur les vêtements et de manière gratuite. Donc venez la rencontrer, ça se passera à la Manufacture du Coquelicot. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 19 novembre après-midi de 14h à 17h. Mais je vous mettrai les informations directement dans l'Instagram de l'émission. Le lendemain de la Catalyse Session. Voilà, c'est un mois chargé au mois de novembre. Bah écoutez, je crois que tout a été dit pour cette émission. En tout cas, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec vous, avec toi Sébastien, avec toi Sarah. Tu as une très très belle entreprise et je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Pour ce qui nous concerne, nous Sébastien, on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité et tout simplement une nouvelle émission. Je vous dis à très bientôt. Salut. À très bientôt. Nous Entrepreneurs avec BGE Picardie.